Le mot est sorti. Non. Peut-être que c'était un nom murmuré, un nom dans un message, ou un nom qui a pris la forme d'une absence de réponse. La conversation est terminée, le téléphone est posé, la porte est refermée. Et dans la seconde qui suit, un silence étrange s'installe. Ce n'est pas un silence de paix, c'est un silence assourdissant, un vide qui aspire l'air de vos poumons. Et puis, ça commence. Pas dans votre tête, pas encore. Ça commence dans votre corps. Une tension qui monte dans la gorge, comme si vous aviez avalé une pierre. Une lourdeur dans la poitrine, un nœud dans l'estomac. Votre système nerveux, qui était calme il y a un instant, se met à vibrer d'une alarme silencieuse. C'est la culpabilité. Mais ce n'est pas une simple pensée, une vague idée que vous avez mal agi. C'est un état physique. C'est votre corps tout entier qui vous crie que vous avez commis une transgression terrible, une faute impardonnable. Vous avez déçu. Vous avez blessé. Vous avez été égoïste. Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas de la culpabilité ordinaire que l'on peut ressentir après une erreur. C'est une forme de culpabilité beaucoup plus profonde, viscérale, presque archaïque, que connaissent si bien les personnes empathiques. C'est une culpabilité qui ne vient pas tant de l'acte lui-même, poser une limite saine, que de la perception de la réaction de l'autre. Le simple fait d'imaginer la déception, la tristesse ou la colère de l'autre suffit à déclencher en vous un tribunal intérieur dont vous êtes le seul accusé, et le verdict est toujours le même. Coupable. Coupable d'avoir cessé, pour un instant, d'être la solution, le soutien, l'espace infini de compréhension. Et la question qui vous hante dans ces moments-là n'est pas « ai-je bien fait ?». La question est une panique. Comment réparer ça ? Comment puis-je annuler la douleur de l'autre ? Comment puis-je prouver que je ne suis pas une mauvaise personne ? Et c'est là que le piège se referme. Car cette culpabilité n'est pas seulement une émotion douloureuse. Elle est devenue, au fil du temps, un mécanisme de rappel. Une laisse invisible qui vous tire en arrière, vers le rôle que vous connaissez si bien. Celui de la personne qui absorbe, qui répare, qui place le confort de l'autre avant sa propre survie. Le véritable enjeu n'est donc pas de ne plus jamais ressentir cette culpabilité. Elle fait partie de votre câblage profond. Le véritable enjeu est de cesser de la transformer en une stratégie. Une stratégie où, pour apaiser votre propre douleur, vous sacrifiez la limite que vous veniez à peine de construire. Une stratégie où la douleur de votre culpabilité devient le signal de votre propre abandon. Cette culpabilité, pour une personne à la sensibilité élevée, n'est pas une simple opinion sur ses propres actions. C'est une expérience sensorielle. C'est le poids du monde sur vos épaules, le froid du silence de l'autre dans vos os, l'écho de sa déception dans votre propre rythme cardiaque. Elle a une texture, une température, une densité. Elle occupe l'espace. Et lorsque vous la ressentez, il est presque impossible de croire qu'elle n'est qu'une réaction interne. Elle semble être la vérité objective de l'univers. Vous avez mal agi, et vous portez maintenant une dette. Cette sensation de dette émotionnelle est au cœur du mécanisme. C'est comme si, en disant non, vous aviez retiré un soutien vital à quelqu'un, et que votre corps se sentait désormais obligé de compenser, de rembourser avec des intérêts. Le remboursement peut prendre plusieurs formes. Un message d'excuse interminable, une concession sur un autre point, une disponibilité encore plus grande la prochaine fois, ou simplement des heures de rumination où vous portez mentalement le fardeau de la déception de l'autre. Vous payez votre dette en silence, avec votre énergie, votre paix intérieure, votre sommeil. Cette réaction n'est pas un signe de faiblesse. C'est un programme de survie qui a été extraordinairement efficace à un moment de votre vie. Pour beaucoup de personnes empathiques, cette hypervigilance à l'état émotionnel des autres est née dans l'enfance. C'était une manière de naviguer dans un environnement familial où l'amour, la sécurité ou l'approbation dépendaient de votre capacité à ne pas déranger, à anticiper les besoins, à être sage et facile. Votre système nerveux a appris une équation simple. Le confort des autres égale ma sécurité.
le mécontentement des autres égale un danger potentiel. Aujourd'hui, même si le danger n'est plus là, le programme tourne toujours en arrière-plan. Poser une limite, c'est consciemment aller à l'encontre de ce programme de sécurité le plus fondamental. Votre esprit rationnel sait que vous avez le droit de dire non. Mais votre corps, lui, interprète le malaise de l'autre comme une menace existentielle, et il déclenche l'alarme de la culpabilité pour vous forcer à retourner dans la zone de sécurité connue, l'acquiescement, le sacrifice de soi. Cette culpabilité est également si puissante parce qu'elle est intimement liée à votre identité, à la persona que vous présentez au monde. La persona, dans la psychologie de Jung, est le masque social que nous portons, le rôle que nous jouons pour être acceptés et aimés. Pour beaucoup de personnes empathiques, cette persona est celle de la personne bonne, compréhensive, généreuse, fiable. C'est une identité construite sur la capacité à donner, à soutenir, à comprendre. Lorsque vous posez une limite, vous ne faites pas que refuser une demande. Vous menacez cette identité. Le non crée une fissure dans le masque de la personne toujours disponible. Et la question qui émerge de cette fissure est terrifiante. Si je ne suis pas la personne qui aide, qui sauve, qui comprend, qui suis-je ? Et si je ne suis pas cette personne, serais-je encore aimable ? La culpabilité est la peur panique de perdre l'amour et l'estime des autres en même temps que vous perdez ce rôle familier. Elle est le gardien de votre ancienne identité et elle se bat férocement pour vous empêcher de la démanteler. Il y a aussi une confusion profonde entre la compassion et la responsabilité. Votre capacité à ressentir la déception de l'autre est réelle. C'est le fruit de votre empathie. Mais la culpabilité vous fait croire que parce que vous ressentez leur douleur, vous en êtes la cause, et donc le responsable. C'est une erreur de logique émotionnelle. Vous n'êtes pas la cause de leur réaction. Votre limite est simplement le déclencheur de leur propre monde intérieur, de leurs propres attentes, de leurs propres blessures. Permettre à quelqu'un de ressentir sa propre déception face à votre non n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de clarté. C'est tracer une ligne entre vos émotions et les leurs, entre votre responsabilité et la leur. La culpabilité, elle, veut effacer cette ligne et vous faire croire que tout est de votre faute, que leur monde émotionnel est votre fardeau à porter. Et c'est précisément ce mécanisme qui devient le point d'entrée privilégié dans les dynamiques narcissiques. Une personne avec de forts traits narcissiques n'a souvent même pas besoin de vous manipuler activement. Elle a simplement besoin de manifester son mécontentement par un silence glacial, une remarque passive-agressive, un soupir théâtral. Votre propre système de culpabilité interne s'occupe du reste. C'est un système de contrôle externalisé. Vous devenez votre propre geôlier, vous punissant pour avoir osé avoir un besoin, une limite, un espace à vous. La culpabilité est le carburant qui alimente le moteur de la dynamique, vous maintenant dans un état de dette constante, toujours en train d'essayer de réparer une faute que vous n'avez jamais commise. Puis, il y a la vérité la plus silencieuse, celle que l'on ose à peine s'avouer. La culpabilité est si intense parce qu'elle sert à réprimer une autre partie de vous, une partie que vous jugez encore plus inacceptable, votre ombre. Dans la psychologie jungienne, l'ombre contient tout ce que nous rejetons en nous-mêmes. Pour la personne empathique, l'ombre n'est pas remplie de méchanceté, mais de colère refoulée, d'épuisement, d'un immense besoin de reconnaissance, et surtout, du désir ardent de dire « ça suffit ». Avant de poser votre limite, il y avait probablement des semaines, des mois, voire des années de fatigue. Une lassitude profonde d'être toujours celui ou celle qui écoute, qui porte, qui s'adapte. Il y avait peut-être une colère sourde, un ressentiment qui grandissait dans l'ombre, face à ce déséquilibre constant. Le « non » n'est pas sorti de nulle part. Il est la pointe émergée d'un iceberg de besoins non satisfaits et d'émotions réprimées. La culpabilité qui déferle après le « non » est une réaction de panique de votre conscience face à l'émergence de cette ombre. C'est comme si une partie de vous disait « Oh non, j'ai montré ma colère, mon égoïsme, ma fatigue. Je ne suis plus la personne bonne et pure que je croyais être.
Je dois vite cacher ça. La culpabilité devient une sorte de punition auto-infligée pour avoir osé ressentir ces émotions négatives. Elle vous force à vous dissocier de votre colère et de votre épuisement légitime, en les qualifiant d'égoïsme. C'est un mécanisme de défense pour préserver l'image de soi d'une personne qui est au-dessus de ça, qui est purement altruiste. Mais personne n'est purement altruiste. L'épuisement est une information. La colère est une information. Elles sont les messagers de votre ombre qui vous disent qu'une limite a été franchie depuis longtemps. La culpabilité, c'est le bruit que fait votre ancienne persona en essayant de faire taire ces messagers. Imaginez cette scène. C'est un mardi soir ordinaire. Vous avez passé la journée à travailler, vous êtes fatigué. Plus tôt dans la journée, vous avez eu une conversation téléphonique avec un proche. Cette personne, que vous aimez, vous a demandé quelque chose qui, vous le saviez, allait vous coûter énormément d'énergie, de temps ou de paix intérieure. Et pour la première fois depuis longtemps, vous avez dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça cette semaine ». La phrase était simple, polie. Mais à l'autre bout du fil, il y a eu une microseconde de silence de trop. Puis une voix un peu plus froide. « Ah, d'accord, pas de problème. » Et la conversation s'est terminée rapidement. Maintenant, vous êtes dans votre salon. La télévision est allumée, mais vous ne la regardez pas. Le soulagement que vous aviez anticipé en posant cette limite n'est nulle part. À la place, il y a une tension dans vos épaules, comme si vous portiez un sac invisible. Votre mâchoire est serrée. Vous vous surprenez à rejouer la conversation en boucle dans votre tête. Auriez-vous dû le dire différemment ? Le ton de votre voix était-il trop sec ? Vous commencez à construire des scénarios dans votre esprit. La personne est blessée. Elle pense que vous ne vous souciez plus d'elle. Elle est seule et triste à cause de vous. Votre main se dirige vers votre téléphone, presque d'elle-même. Vous l'ouvrez. Vous allez sur la conversation. Vous commencez à taper un message. Juste pour être sûr que tu as bien compris, ce n'est pas contre toi. C'est juste que je suis vraiment épuisé en ce moment et... Vous écrivez 3, 4, 10 lignes. Un long paragraphe d'explication, de justification, d'excuses. Vous le relisez. Il sonne presque comme une supplique, une demande de pardon pour avoir osé avoir une limite. Vous effacez tout. Vous posez le téléphone, mais votre corps ne se détend pas. Chaque vibration, chaque notification vous fait sursauter. Vous vous attendez à un message de reproche, ou pire, à un silence qui confirmera votre cruauté. Vous vous levez, vous allez dans la cuisine, vous vous servez un verre d'eau. Mais vous n'avez pas soif. Vous êtes agité. C'est comme si une partie de vous avait trahi un pacte sacré, le pacte de la disponibilité inconditionnelle. La soirée qui aurait dû être un moment de récupération, un espace enfin à vous, est devenue une salle d'attente anxieuse. Vous attendez le verdict, la punition pour votre crime. Et le crime, c'est d'avoir fait passer votre besoin avant celui de quelqu'un d'autre. Votre corps se comporte comme si vous aviez abandonné quelqu'un au bord de la route, alors que vous avez simplement refusé de le conduire à une destination qui vous aurait laissé sans essence. Cette soirée, ce n'est pas une soirée de liberté. C'est une soirée passée en prison, la prison de votre propre culpabilité. Et vous êtes le seul à détenir la clé. Le cœur de la transformation se trouve précisément ici, dans la distinction entre la douleur et la stratégie. La douleur de la culpabilité va probablement toujours exister à un certain degré. C'est une vieille cicatrice neurologique. Vous ne pouvez pas décider de ne plus la ressentir, pas plus que vous ne pouvez décider de ne pas avoir froid quand vous sortez sans manteau en hiver. Le but n'est pas de devenir insensible, de se blinder le cœur jusqu'à ce que plus rien ne vous atteigne. Ce serait perdre votre empathie, votre essence même. Le but est de changer ce que vous faites de cette douleur. Pendant des années, la stratégie a été simple et automatique. La douleur de la culpabilité apparaît, et pour la faire cesser, vous annulez la limite. Vous rappelez, vous vous excusez, vous cédez. La douleur agit comme une alarme incendie, et votre réflexe est de l'éteindre à tout prix, même si cela signifie mettre le feu à votre propre maison. Vous traitez la douleur comme un ordre.
La nouvelle approche consiste à traiter cette douleur non plus comme un ordre, mais comme une information. Quand la vague de culpabilité monte, au lieu de vous précipiter pour réparer la situation extérieure, vous vous tournez vers l'intérieur. Vous respirez. Et vous écoutez ce que la culpabilité vous dit sur vous. Elle vous dit « Attention, un ancien programme de survie est activé ». Elle vous dit « Ton identité de __quote_one___ se sent menacée ». Elle vous dit « Tu as peur d'être abandonné si tu n'es pas utile ». Elle vous dit « Une partie de toi qui était longtemps silencieuse est en train de se réveiller, et ça fait du bruit ». La douleur devient un signal non pas pour agir, mais pour observer. C'est un changement radical. Au lieu de vous focaliser sur l'autre, comment se sent-il, que pense-t-il de moi, vous ramenez l'attention sur vous. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Où est la tension? De quoi ai-je peur en ce moment précis? Vous apprenez à rester avec l'inconfort de la culpabilité sans la laisser dicter vos actions. C'est un acte de courage immense. C'est comme apprendre à rester assis calmement pendant que l'alarme incendie hurle, après avoir vérifié qu'il n'y a pas de feu. Vous savez que c'est une fausse alarme, mais votre corps, lui, mettra du temps à la prendre. Et c'est en restant dans cet inconfort que la magie opère. Au début, c'est insupportable, mais si vous tenez bon, si vous ne cédez pas à l'impulsion de vous justifier ou de vous rétracter, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. La vague de culpabilité atteint un pic, puis, lentement, très lentement, elle commence à redescendre, d'elle-même, sans que vous ayez rien fait pour apaiser l'autre. Et dans le sillage de cette vague qui se retire, il y a un nouveau type de silence. Ce n'est plus le silence angoissant du début, c'est un silence de calme, un espace. C'est votre système nerveux qui enregistre une nouvelle donnée fondamentale. J'ai posé une limite, l'autre a eu sa réaction, et je n'en suis pas mort. La catastrophe que je redoutais n'a pas eu lieu. Chaque fois que vous traversez ce cycle sans céder, vous recablez votre cerveau. Vous créez un nouveau chemin neuronal. Vous enseignez à votre corps, par l'expérience directe, que la sécurité ne réside plus exclusivement dans l'approbation des autres, mais qu'elle peut aussi exister dans le respect de soi. C'est une forme silencieuse de récupération. Ce n'est pas spectaculaire. Personne ne vous applaudit. Mais à l'intérieur, c'est une révolution. Vous cessez de faire de votre douleur une stratégie d'auto-abandon, et vous commencez à en faire un outil de connaissance de soi. Après plusieurs expériences de ce type, où vous avez réussi à tenir votre limite malgré la tempête de culpabilité, quelque chose d'autre peut émerger. Un sentiment étrange, presque déroutant, le vide. Le téléphone ne sonne plus aussi souvent. Les gens qui comptaient sur vous pour résoudre leur crise permanente commencent à s'éloigner, cherchant une autre source d'énergie. Le drame constant qui occupait votre espace mental se dissipe. Et ce vide peut être effrayant. Pendant si longtemps, votre identité et votre emploi du temps étaient organisés autour des besoins des autres. Être le sauveur, le confident, le pilier, vous donnait un but, un rôle, un sentiment d'importance. Sans ce chaos extérieur à gérer, une question angoissante peut faire surface. Et maintenant? Qui suis-je si personne n'a besoin de moi de cette manière urgente et dévorante? C'est la perte de la persona du sauveur. Et comme tout deuil, il comporte une phase de vide et de désorientation. Vous pourriez même ressentir une sorte de nostalgie pour l'intensité d'avant. Le calme peut sembler ennuyeux, plat, voire angoissant, parce que votre système nerveux était habitué à fonctionner en état d'alerte permanent. La paix est une langue étrangère qu'il doit réapprendre. Il est crucial de comprendre que ce vide n'est pas un signe que vous avez fait une erreur. Ce n'est pas la preuve que vous êtes devenu froid ou isolé. C'est un espace de transition. C'est la jachère nécessaire avant qu'une nouvelle graine puisse germer. C'est dans ce vide que vous avez enfin la place de vous poser des questions que vous n'avez jamais eu le temps de vous poser. De quoi ai-je envie, moi? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me met en joie, indépendamment de l'approbation des autres? Au début, les réponses ne viennent pas. C'est normal. Vous avez perdu l'habitude de vous écouter. Mais en tolérant ce vide, en ne vous précipitant pas pour le remplir avec un nouveau drame ou une nouvelle personne à sauver,
vous permettez à votre propre voix intérieure, longtemps étouffée, de remonter à la surface. C'est un processus lent. C'est apprendre à se tenir compagnie, à trouver de la valeur en soi, non pas pour ce que vous faites pour les autres, mais simplement pour qui vous êtes. Ce vide, si vous lui en laissez la chance, se transformera progressivement en un espace de liberté. L'espace où vous pouvez enfin construire une identité qui n'est pas définie par le service, mais par l'authenticité. Et c'est souvent à ce moment-là, lorsque vous commencez à vous sentir plus stable, plus ancré dans votre propre centre, que l'épreuve finale arrive. L'univers, ou plutôt les anciennes dynamiques, semble avoir un sixième sens pour tester vos nouvelles résolutions. Imaginez, cela fait plusieurs semaines que vous pratiquez. Vous avez dit non à de petites choses, vous avez survécu aux vagues de culpabilité, vous commencez à apprécier le calme. Vous vous sentez plus fort. Et un soir, à 23 heures, votre téléphone vibre. C'est un message de cette personne, celle avec qui la dynamique était la plus forte, celle pour qui vous avez posé la limite la plus difficile. Le message est court. J'ai vraiment besoin de te parler. C'est important. Instantanément, votre cœur s'emballe. C'est comme si toutes les semaines de progrès s'évaporaient. L'ancien programme se réactive à pleine puissance. Votre corps entier se met en état d'alerte. Le cortisol inonde votre système. Les pensées s'emballent. Et si c'était grave? Et si quelque chose de terrible était arrivé? Je ne peux pas l'ignorer. Ce serait inhumain. La culpabilité revient, massive, écrasante. Vos doigts sont déjà en train de taper. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi. Et c'est là que le véritable choix se présente. C'est l'épreuve externe tardive. L'ancien automatisme crie « Réponds, répare, sois là ». Votre corps est en mode panique, convaincu qu'une catastrophe est imminente si vous ne répondez pas à l'appel. Mais maintenant, il y a une nouvelle partie de vous. Une partie qui a appris à faire une pause. Vous ne touchez pas au téléphone. Vous prenez une profonde inspiration, puis une autre. Vous ancrez vos pieds dans le sol. Vous reconnaissez la panique pour ce qu'elle est, un écho du passé, une alarme déréglée. Vous ne la niez pas, vous ne la combattez pas. Vous la laissez être là, comme un nuage qui passe dans le ciel de votre conscience. Et dans cet espace de pause, vous pouvez faire un nouveau choix. Ce choix n'est pas forcément de l'ignorer. Ce n'est pas une punition ou un jeu de pouvoir. C'est un choix aligné avec votre nouvelle intégrité. Peut-être que le choix est de ne pas répondre avant le lendemain matin. Ou peut-être que c'est de répondre, mais différemment. Pas avec un « qu'est-ce qui se passe ?», qui ouvre la porte à une heure de déversement émotionnel. Mais avec quelque chose de calme, de posé et de limité. Quelque chose comme « j'espère que tout va bien. Je ne suis pas disponible pour une conversation ce soir, mais nous pourrons en parler demain si tu le souhaites. Je te souhaite une bonne nuit. » Cette réponse est un chef-d'œuvre de maturité émotionnelle. Pourquoi? One, elle valide l'autre. J'espère que tout va bien. Elle pose une limite claire et non négociable. Je ne suis pas disponible ce soir. 3. Elle propose une alternative raisonnable, montrant que ce n'est pas un rejet total. Nous pourrons en parler demain. Fort. Elle clôt la conversation et préserve votre espace. Je te souhaite une bonne nuit. En faisant cela, vous n'êtes pas cruel, vous êtes clair. Vous n'abandonnez pas la personne. Vous refusez d'abandonner votre propre besoin de repos et de paix. Vous refusez de participer à une dynamique d'urgence qui n'est peut-être pas la vôtre. Vous rendez à l'autre la responsabilité de gérer sa propre angoisse nocturne, ce qui est, en fin de compte, un acte de respect pour sa propre capacité à le faire. La culpabilité sera encore là après avoir envoyé ce message. L'inquiétude aussi. Mais elle n'aura plus le même pouvoir. Vous aurez tenu bon face au test le plus difficile. Et en vous réveillant le lendemain, vous sentirez une fatigue saine, mais aussi une force nouvelle. La force de quelqu'un qui sait que sa gentillesse n'est plus une porte ouverte à tous les vents, mais un jardin précieux dont il est le seul gardien. Cela nous amène à redéfinir la gentillesse elle-même. Pendant longtemps,
Vous avez cru que la gentillesse était synonyme de disponibilité illimitée, d'absence de friction, de capacité à tout absorber sans jamais se plaindre. C'était une gentillesse de surface, une gentillesse de persona, souvent motivée par la peur du conflit ou du rejet. La véritable gentillesse, la gentillesse mature, est différente. Elle est honnête. Elle est capable de dire oui avec un cœur plein et non avec un cœur clair. Elle comprend que la plus grande cruauté est de dire oui avec ressentiment, de donner avec un soupir intérieur, de rester par obligation. Cette fausse gentillesse empoisonne les relations à petit feu. Elle crée une dette silencieuse et un ressentiment qui finit toujours par exploser. La gentillesse qui inclut une limite est une forme supérieure de compassion. C'est être assez bienveillant envers l'autre pour ne pas lui mentir avec un oui forcé. C'est être assez respectueux de la relation pour la protéger de votre propre épuisement. Et surtout, c'est être assez gentil avec vous-même pour honorer vos propres besoins, votre énergie, votre santé mentale. Une limite n'est pas un mur que vous construisez pour garder les autres à l'extérieur. C'est une porte que vous apprenez à ouvrir et à fermer consciemment. Vous pouvez l'ouvrir en grand lorsque vous avez l'énergie et le désir de le faire. Et vous avez le droit de la fermer lorsque vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, ou simplement d'être seul avec vous-même. Cette nouvelle gentillesse n'a pas besoin d'être validée par l'absence de conflit. Elle accepte que le non puisse décevoir l'autre, et elle est capable de tenir l'espace pour cette déception sans la prendre en charge. Elle peut dire « Je comprends que tu sois déçu, et je suis désolé que ce soit difficile pour toi. » Et ma réponse reste non. C'est la dissociation entre la compassion pour l'émotion de l'autre et la responsabilité de la changer. En protégeant votre sensibilité de l'épuisement, vous préservez votre capacité à être véritablement empathique. Une personne empathique épuisée devient irritable, cynique ou complètement anesthésiée. En posant des limites, vous ne tuez pas votre empathie, vous la sauvez. Vous lui donnez l'espace et l'énergie nécessaires pour qu'elle puisse s'exprimer de manière authentique et durable, et non comme un feu de paille qui vous laisse en cendres. Finalement, tout ce cheminement vous conduit à une transformation fondamentale de votre perception de la réalité. Le changement ultime n'est pas que les autres cessent de vous décevoir ou de vous demander des choses. Le changement ultime est que le malaise de l'autre n'est plus la preuve automatique de votre faute. Pendant des années, votre baromètre interne était calibré sur l'état émotionnel des autres. S'ils étaient heureux, vous étiez bon. S'ils étaient mécontents, vous étiez mauvais. Leur humeur était votre verdict. Vous leur aviez donné le pouvoir de définir votre valeur morale. Le processus de déconstruction de la culpabilité consiste à reprendre ce pouvoir. C'est comprendre, dans vos cellules, que les sentiments d'une autre personne lui appartiennent. Ils sont le produit de son histoire, de ses attentes, de sa vision du monde. Vous pouvez les influencer, bien sûr, mais vous n'en êtes pas le maître absolu. Leur déception face à votre limite est leur déception. Ce n'est pas une mesure objective de votre caractère. Cela ne signifie pas devenir indifférent. Vous pouvez toujours ressentir de l'empathie. Je vois que tu es triste, et ça me touche. Mais vous n'êtes plus obligé de faire le pas suivant, celui de la culpabilité. Et c'est donc de ma faute. Je dois réparer ça. Vous apprenez à rester avec la première partie, la compassion, sans vous laisser entraîner dans la seconde, la prise en charge. C'est une souveraineté émotionnelle. C'est le moment où vous cessez de vous excuser d'exister en dehors des besoins des autres. C'est réaliser que votre non n'est pas une agression. C'est une affirmation. L'affirmation que vous avez des besoins, des limites, une capacité énergétique qui n'est pas infinie. L'affirmation que vous êtes une personne distincte, et non une simple extension des désirs et des manques de votre entourage. Le chemin est long. Il y aura des rechutes. Des jours où la culpabilité gagnera et où vous céderez. Ce n'est pas grave. Chaque tentative, même ratée, est une répétition. Chaque moment où vous parvenez à faire une pause avant de réagir est une victoire.
Vous n'êtes pas en train de mener une guerre contre votre sensibilité. Vous êtes en train de lui construire une maison sûre, avec des murs solides et une porte que vous seul avez le droit d'ouvrir. Si ce poids de la culpabilité, cette tension dans le corps après un simple non, vous est familier, peut-être pouvez-vous prendre un instant. Vous n'avez pas besoin de partager votre histoire. Mais si vous le souhaitez, laissez un mot dans l'espace ci-dessous. Un mot qui n'est pas pour les autres, mais pour vous. Un mot qui nomme ce que vous commencez à vouloir protéger. Peut-être est-ce mon temps, peut-être mon silence, ou mon énergie, ou simplement moi. Juste un mot, comme une encre, pour vous rappeler que votre douleur n'est plus une stratégie pour vous abandonner, mais un guide pour enfin vous retrouver.